Bonjour à tous, Yuna Chifolo à INRAE Montpellier, UMR Innovation, avec Salma Ledier et Frédéric Vallée. Surtout, on représente un collectif en fait qui s'est réuni finalement d'abord dans l'ancien schéma stratégique du département SAD, puisque c'est des réflexions sur les projets alimentaires territoriaux que nous avions déjà dans une priorité qui s'appelait système alimentaire urbain en voyant comment des grandes villes pouvaient se mêler des systèmes alimentaires à travers des politiques alimentaires locales qui étaient souvent finalement de la part des grandes villes des projets alimentaires territoriaux. Voilà, c'est dans le cadre de cette priorité qu'on a commencé à finalement à croiser nos expériences, nos connaissances. Et donc un peu l'arrière-boutique, un peu l'arrière-cuisine, un peu de ce travail qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment des multiples participations, autant à des comités de pilotage ou scientifiques de PAT que au jury du PNA, où des PAT, des projets ou des territoires en PAT viennent aussi proposer des actions, donc des nouveaux projets sur lesquels on a pu évaluer en tant que jury, en tant que membre de jury. C'est aussi beaucoup d'activités d'évaluation, d'accompagnement. Donc c'est finalement beaucoup d'activités diverses de la part de membres, sachant qu'en plus, on avait constitué un groupe de travail dans l'ancien schéma stratégique. Finalement, il y a plus de gens aujourd'hui, notamment des doctorants, qui contribuent à cette connaissance des PAT. Donc la liste pourrait s'agrandir. Et donc, on va vous présenter un premier travail de synthèse. Première synthèse, hein, ça n'exclut pas, puisque en fait, j'avais réuni un groupe de travail donc dans cette ancienne priorité où on avait identifié plein de thématiques, de sous-thématiques. Donc, on va pas toutes les aborder, on les a pas toutes abordées dans cet article collectif. Sachant que cet article collectif, il est destiné à l'ouvrage collectif du RNPAT, donc Réseau national des PAT, qui va être, mais je pense que Fred ou Salma savent mieux que moi la date de publication, enfin en tout cas qui va être publié aux presses universitaires de Rennes, et qui a priori, le projet c'était de sortir ce livre avant les assises de la transition, je crois qu'on l'a eu en fin d'année, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que, étant donné le calendrier, on n'a pas abordé toutes les thématiques. On est simplement, on va vous en à travers aujourd'hui. Donc la présentation des PAT, c'est à la fois de revenir finalement avec dans une première partie sur l'histoire de l'action des collectivités autour de l'alimentation locale, donc par Frédéric. Après, Salma nous présentera justement les enjeux d'intégration des politiques et comment les PAT contribuent à cette intégration. Et je conclurai par un échange autour des innovations sociales en particulier dans ces PAT pour permettre plus une gouvernance différente, partagée, horizontale, inclusive, et puis aussi les enjeux de solidarité. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc l'idée de cette première partie, c'est de revenir sur l'évolution historique de la prise en compte de cette question de l'alimentation par les collectivités territoriales, avec une mise à l'agenda qui fait suite en fait à des évolutions qui s'inscrivent dans le temps long, hein, puisque les premiers éléments concernaient la question de l'agriculture périurbaine, avec au cours des années 60 un effritement du rôle des agriculteurs périurbains, donc en tant que fournisseurs d'alimentation pour les villes, à la faveur du processus d'industrialisation de l'agriculture. Donc les cultures locales perdent leur vocation nourricière. Mais cependant, dans le même temps, on a, à partir de l'évolution des outils d'urbanisme, des principes qui se mettent en place de manière à renforcer les zones de ceinture verte pour pérenniser, malgré tout, malgré l'étalement urbain et l'augmentation de la taille des villes, pérenniser des espaces agricoles et forestiers. Cependant, leur vocation est davantage paysagère que nourricière. Et puis à cette période-là, émerge un certain nombre de doutes sur la capacité de l'agriculture à la fois à nourrir les villes, mais aussi à maintenir les paysages. Avec un aménagement agri-urbain qui est donc proposé de manière à pouvoir essayer de maintenir cette fonction paysagère de l'agriculture.
Alors, un outil important qui se met en place, c'est la création des zones naturelles d'équilibre, avec une circulaire ministérielle d'avril 1975, qui constitue véritablement un tournant dans l'institutionnalisation de ces dispositifs de régulation de l'aménagement de l'espace rural, puisque cette circulaire fait émerger la question de l'agriculture périurbaine. Elle établit aussi un nouveau rapport entre l'État et les collectivités territoriales en matière d'agriculture périurbaine, confiant en fait aux collectivités territoriales des responsabilités pour maintenir cette agriculture. Viennent ensuite toute une série de mesures associées au processus de décentralisation qui prend naissance en 1983 et qui va favoriser des initiatives locales plus ou moins institutionnalisées, plus ou moins expérimentales, comme par exemple la mise en place des agendas 21. Une autre étape clé, c'est le rapport Souchon de 91 qui définit les prémices d'une véritable politique en faveur de l'agriculture périurbaine à l'échelle nationale. Alors, est-ce que j'ai la main pour passer à la suite? Du coup, non. Donc, je veux bien passer. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette structuration, la structuration de cette politique, elle s'établit dans un partenariat relativement étroit avec la recherche et notamment avec l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, qui met en place une réflexion sur ce que pourrait être cette agriculture périurbaine en lien avec le développement urbain. Et ça initie toute une série de travaux qui vont être menés par différentes universités, des écoles d'ingénieurs et puis l'INRA, qui deviendra ensuite INRAE, pour essayer de penser ce que pourrait être une agriculture urbaine et périurbaine. Cependant, cette agriculture périurbaine, elle reste très centrée sur la question de la périurbanisation, les enjeux autour du foncier agricole, de l'agri-urbanisme, aussi de la multifonctionnalité de l'agriculture. Elle intègre assez peu, mais quand même un peu, la réflexion autour de l'alimentation. À travers notamment les pratiques de maraîchage qui sont intégrées au schéma d'aménagement. Donc, ce thème de l'agriculture périurbaine commence à être au cœur des stratégies d'un certain nombre d'agglomérations un peu pionnières, hein, qui vont se constituer en association, donc à travers la création de Terres en Ville en juin 2000 à Perpignan, et donc qui regroupe 6 agglomérations: Aubagne, Grenoble, Le Mans, Nantes, Rennes et Perpignan. Parallèlement à je veux bien qu'on change de diapo. Parallèlement à ce mouvement d'institutionnalisation, en fait, on a un certain nombre d'initiatives qui prennent forme de la part des agriculteurs, notamment, encore une fois, autour du maraîchage. Et on voit émerger la question notamment des circuits courts, un certain nombre d'expérimentations en circuits courts se mettent en place, par exemple à Aubagne, hein, la première AMAP française donc, créée en 2001. Et donc, on a une convergence entre des préoccupations pour l'agriculture périurbaine et une volonté donc, politique d'ancrage local des innovations associées aux circuits courts. Ça se traduit, par exemple, à travers le programme local d'agriculture qui a été établi par le pays de Rennes en 2008 et qui comporte un volet dédié au renforcement des circuits courts et à la diversification agricole. Toutefois, ce mouvement intègre un certain nombre de limites, hein, puisque la planification en faveur de la préservation des espaces agricoles est loin d'être synonyme dans chacun des cas de la définition d'une réponse aux besoins alimentaires du territoire. Et puis surtout sur le plan institutionnel, eh bien, on n'a aucune responsabilité obligatoire qui est allouée aux collectivités territoriales en matière d'alimentation, hormis sur le plan des cantines scolaires. Diapo suivante. Donc, l'étape clé qui viendra ensuite, c'est la mise en place donc, des projets alimentaires territoriaux, hein, intégrés dans la loi agricole de 2014. Dans le cadre de laquelle
on perçoit un encouragement de l'État pour que les acteurs locaux se mettent à construire des projets de planification alimentaire à travers donc, le dispositif de sélection et de labellisation des PAT qui vise à renforcer l'implication des collectivités territoriales dans le domaine de l'alimentation. Donc, c'est un dispositif qui est au départ très incitatif et volontairement souple pour que chaque collectivité locale qui souhaite s'y investir puisse le faire avec un minimum d'entraves, mais qui va progressivement s'institutionnaliser à travers la précision de critères et d'étapes dans le parcours de labellisation. Par exemple, l'engagement des partenaires qui aujourd'hui doit être formalisé sous forme d'un contrat, la définition claire d'un cadre stratégique et opérationnel, et puis aussi la mise en place d'instances de gouvernance. Si la loi ne définit pas quelle catégorie d'acteurs peut être chef de file des PAT, dans la réalité, on constate que la majorité d'entre eux sont portés par des collectivités territoriales, à commencer par les EPCI, hein, les intercommunalités. Donc, diapo suivante. Parallèlement à ce qui se met en place via les PAT, on a une évolution qui est également liée à l'acte 3 de la décentralisation qui commence à se structurer dès 2013, avec une évolution également du rôle des régions, des conseils régionaux qui deviennent progressivement des acteurs centraux des politiques agricoles et renforcent l'attention qu'elles portent ces régions aux enjeux alimentaires. Donc on a un vrai volontarisme politique qui est soutenu par des évolutions législatives majeures à travers la loi MAPAM de 2014 et puis la loi NOTRe de 2015 qui vont renforcer les compétences économiques et agricoles des conseils régionaux. Parallèlement à ça, les régions deviennent autorités de gestion du deuxième pilier de la PAC, ce qui renforce aussi leur intérêt et leurs moyens en faveur de l'agriculture et de l'alimentation. Ce volontarisme politique se traduit aussi par la déclaration de Rennes en 2014, qui sera suivie d'un livre blanc des conseils régionaux pour une agriculture durable et une alimentation responsable. Donc, concrètement, de nombreuses régions vont mettre en place des projets politiques dans le domaine agroalimentaire, notamment par le biais de la restauration scolaire des lycées dont elles ont la charge, mais pas uniquement. Mais au-delà de ce constat un peu général, on constate une assez grande diversité de stratégies des conseils régionaux qui gardent assez souvent un tropisme en faveur de l'agriculture plus que de l'alimentation. Et puis une influence encore prégnante de certains acteurs dominants de la profession agricole, notamment les chambres d'agriculture et la FNSEA. Donc, suite à ce mouvement impulsé par les PAT, pardon, on a un certain nombre d'évolutions législatives qui viennent complémenter cet outil, à commencer par la loi Egalim de 2018, qui constitue une nouvelle étape en matière d'implication des collectivités en faveur de l'alimentation, avec notamment l'obligation d'introduire 50% de produits durables, dont 20% de bio, dans la restauration collective publique à horizon 2022. Ce qui incite de nouveaux élus à s'engager dans les PAT. Cependant, se pose un problème de cohérence des différentes lois, des différents dispositifs de soutien à la mise en place d'une stratégie alimentaire, hein, puisque le respect de la loi conduit certaines collectivités territoriales à stopper ou réduire les approvisionnements locaux qui n'entrent pas dans les démarches qui visent à répondre à la loi Egalim. Donc, du bio, mais plutôt d'origine plus lointaine pour pouvoir respecter les critères de durabilité. Et puis, on constate également des difficultés des collectivités locales pour remplir les obligations fixées par la loi, et notamment atteindre ce niveau de 50% de produits durables. On sait aujourd'hui, on est en 2023, qu'un grand nombre de collectivités territoriales n'y sont pas parvenues. Merci Fred. Pour le coup, la présentation est une synthèse finalement resserrée d'une longue trajectoire
d'intégration des enjeux agricoles, de la question agricole et alimentaire dans les politiques publiques territorialisées. Si on projette ça aujourd'hui sur une fabrique de ces politiques publiques à l'échelle territoriale, je dirais que c'est des formes de dynamique d'intégration qui sont à l'œuvre dans ces politiques publiques. Et derrière la notion d'intégration, on fait plutôt référence à l'alignement des objectifs entre différents secteurs et différents outils, différents instruments d'action publique à cette échelle-là, et la façon dont on va pouvoir articuler différents enjeux en lien avec l'alimentation, qui sont réunis autour de l'alimentation, qu'ils soient sociaux, environnementaux, de santé ou économiques. Et cette intégration-là, en gros, elle figure un vrai tournant dans les politiques alimentaires, on va dire dans les années 2010. Au moment de la promulgation de la loi de modernisation de l'agriculture qui amène le programme national de l'alimentation, elle se travaille bien avant, bien évidemment, et elle prend source dans un constat renouvelé, constant, de l'échec ou de l'inefficacité de certaines politiques publiques à gérer ou à résoudre des problèmes, des crises plurielles autour de l'agriculture et de l'alimentation. Et si on remonte un peu dans les années 90, à part avec la vache folle, mais avec cette récurrence autour des questions environnementales, sanitaires, etc. Donc, une incapacité à gérer ces problématiques avec des politiques sectorielles ou en tout cas qui répondent à certains objectifs très sectorisés. On parle plutôt de silos dans les politiques publiques. Et donc, ça va s'appuyer aussi sur tout un travail des courants de pensée qui sont à la fois à l'échelle internationale, européenne et qui infusent au niveau national autour des approches systémiques qu'on connaît tous, mais principalement autour d'un courant plutôt anglo-saxon de policy integration qui travaille l'intégration de l'environnement dans les politiques publiques et qui vont arriver vers les questions alimentaires beaucoup plus récemment. Et donc, c'est une traduction plutôt partielle de cet enjeu de transversalité, d'approche systémique, d'intégration. On le voit déjà dans l'énoncé de la politique alimentaire en 2010, et notamment dans le PNA le premier, et plus explicitement encore dans la formulation de ce que peut être ce PAT ou ces projets alimentaires territoriaux qui sont une partie de la politique nationale alimentaire, la partie la plus visible et qui s'impose de plus en plus aujourd'hui. Donc concrètement, ces PAT, si on regarde les dynamiques d'intégration, en somme, les PAT se développent à partir de 2016, un peu avec retard parce qu'on ne sait pas tout à fait ce qu'il y a derrière, en tout cas les services centraux du ministère voilà, qui sont chargés de déployer ça ou de traduire l'objet politique vers un objet plutôt technique, notamment en région. Et les premiers travaux un peu d'analyse transversale de ce qui se produit dans les territoires, ce qui se construit dans les territoires, et notamment mené par le RNPAT en 2017, c'est-à-dire la première génération de ces PAT, alors sur un échantillon moins d'une vingtaine, ils ne sont pas très nombreux quand même, on a plutôt l'idée que ce sont des démarches très agricolo-centrées, où les acteurs agricoles sont assez présents, avec des petites émergences de démarches systémiques. Et derrière les démarches systémiques telles qu'elles sont appréhendées sur cette analyse, c'est plutôt l'idée d'articuler ou en tout cas d'intégrer différents champs de l'alimentation qui ont été cartographiés par le RNPAT entre les questions de santé, d'accessibilité sociale, de patrimoine, de gastronomie, etc. Vous connaissez peut-être la marguerite du RNPAT. En somme, les dynamiques d'intégration, en tout cas l'essor ou l'énoncé ou l'explicitation de ces enjeux de transversalité ou en tout cas d'intégration, ils ne vont être vraiment inscrits que dans le cahier des charges de labellisation le nouveau à partir de 2020. Et on ne les analyse aujourd'hui, c'est un gap finalement dans la connaissance de ce qui se joue dans les PAT qu'à partir des intentions des acteurs, puisqu'on va se baser plutôt sur la rédaction de ces dossiers de labellisation, etc. Slide suivante, s'il te plaît, Yuna. Donc, la différence entre ce qui se joue avant... il y a l'idée qu'il y a des PAT avant 2020 et après 2020, c'est-à-dire avant plan de relance, après plan de relance et rénovation du cahier des charges, ou en tout cas d'instruction des GAL.
Le travail qui a été mené là encore par le RNPAD, qui est une approche, alors j'ai un petit trou de mémoire, mais il me semble qu'il y a une quarantaine, une cinquantaine de PAT analysés, ce qu'on appelle la deuxième génération post-2020, montre qu'il y a une intégration un peu plus importante de la diversité de ce qu'ils appellent les champs de l'alimentation. Alors, on peut voir justement ces enjeux, ces dynamiques d'intégration à partir de la figuration, ou en tout cas de l'intégration de ces différentes questions, de ces différents enjeux. On peut le voir aussi d'une autre manière, par des études de cas ou de terrain, sur l'articulation de ces nouveaux dispositifs sur les territoires. Avec des outils ou des dispositifs déjà existants. Alors on pense plus particulièrement à des dispositifs qui peuvent être aussi sectoriels, comme les contrats locaux de santé, comme les PCAET, les plans climat, air, énergie territoriaux, qui sont parfois des précurseurs justement de démarches PAT. Alors, il y a une réalité d'articulation ou de peu d'articulation. En tout cas, il y a des travaux qui montrent qu'il y a un défaut ou qu'il y a un manque d'articulation entre des outils de planification plutôt traditionnels, classiques, au sens préexistants au PAT, comme ceux fonciers autour de l'urbanisme, et ceux des PAT. Et dans ces questions d'articulation d'outils, d'enjeux, évidemment, on revient toujours à cette discussion qui a marqué aussi le rapport Marchand sur les PAT, sur la nécessité, l'utilité ou l'intérêt d'avoir une compétence alimentation qui soit dédiée aux collectivités, avec un débat qui n'est pas vraiment tranché chez les acteurs, de l'intérêt d'avoir une compétence alimentation. Donc derrière, il y a des moyens probablement pour opérer, des légitimités. Et puis de l'autre côté, ne pas avoir la compétence alimentation, c'est aussi avoir des marges de manœuvre plus grandes, ou en tout cas peu cristallisées sur une échelle ou une autre. Alors, c'est une façon de voir les processus d'intégration, de rentrer par des objectifs, par des secteurs, par des enjeux. Mais il y a aussi tout un questionnement sur ce qu'on appellerait l'intégration verticale, qui est celle de l'articulation, en tout cas de l'alignement ou de la mise en cohérence des interventions sur différents territoires ou différentes échelles de territoire. Et là, on revient toujours à la même discussion, au même débat sur l'échelle pertinente pour les PAT. Autant l'échelle territoriale, au fond, est un préalable, ou en tout cas un socle important dans la politique alimentaire en France, de dire c'est l'échelle territoriale qui va résoudre les questions de transition, c'est l'échelle la plus pertinente pour hâter cette intégration-là. Autant, comme le disait Fred tout à l'heure, c'est plutôt les EPCI qui se saisissent de cet outil-là. EPCI, que ce soit des communautés de communes, communautés d'agglos ou des métropoles, mais c'est de plus en plus d'autres échelles. Alors des PNR, des PETR, des syndicats mixtes et de plus en plus des départements, ce qui pose la question de l'articulation entre des PAT départementaux avec des PAT infradépartementaux, par exemple. Donc une question de gouvernance multiniveau, ou la question de la coordination entre différentes compétences, pour le coup, dédiées aux différents échelons, la coordination de différentes stratégies, là encore, peut se poser, et on peut le voir aussi avec des questions de nouage entre des stratégies d'approvisionnement local qui sont complètement déconnectées, ou en tout cas où il n'y a pas de dialogue avec la politique foncière ou la politique d'installation-transmission dans les territoires. Slide suivant. Alors, intégration verticale, et puis des formes d'innovation. Et c'est là où on se pose des questions sur est-ce que finalement ces PAT, malgré je dirais, le carcan un peu de la labellisation, le cadrage, la norme de plus en plus, ne produit pas des nouvelles façons de coopérer entre acteurs. Et là, on est plutôt en train de voir émerger des dynamiques d'intégration, d'interterritorialité ou entre territoires plutôt horizontales. Donc des choses assez informelles en somme, qui se mettent en place sans des cadrages, ou plutôt parfois entre des chargés de mission PAT, entre PAT voisins pour de la mutualisation d'équipements. Et là, les questions qui se posent de manière théorique, c'est de dire finalement, on part des territoires institutionnels
et ça va converger vers plutôt des logiques de fonctionnement de territoire et donc de bassin alimentaire. Mutualisation d'équipements, on pense généralement, enfin, ce qui émerge dans les territoires, c'est plutôt des questions de logistique, de plateforme, etc. Des solidarités territoriales qui ont presque précédé les PAT entre des agglomérations ou des espaces métropolisés avec des territoires ruraux sur différentes questions, et l'alimentation devient une question centrale dans les contrats de réciprocité, qui sont des dispositifs existants depuis longtemps. Et puis, de plus en plus, des tentatives de coordination de ces territoires PAT, et notamment qui sont organisés par des territoires comme les régions. Les régions ne sont pas des territoires porteurs de PAT, mais qui ont des stratégies alimentaires parfois, ou pas d'ailleurs, et qui, dans certaines régions, comme l'Occitanie par exemple, avec l'appui de l'État, s'organisent pour accompagner la mutualisation des compétences entre PAT du fait de leur multiplication et des questions qui peuvent être posées aussi sur de l'ingénierie territoriale, sur des formes de solutions à des questions qui peuvent être spécifiques ou partagées entre territoires. Alors, ces dynamiques d'intégration, elles posent aussi la question de qu'est-ce qui circule finalement comme modèle d'action dans ces territoires, puisque une des questions qui a un peu travaillé cette fabrique locale des politiques alimentaires, c'était comment faire, qu'est-ce que c'est un PAT. Alors, il y a la question du cahier des charges qui vient fixer les choses, qui vient cadrer les choses, qui donne une norme, mais cette circulation des modèles peut poser aussi la question de l'homogénéisation ou le formatage des modes de gouvernance, puisque les questions centrales sont aussi sur comment on fait fonctionner, comment on fait vivre ce type de projet sur le long terme. Et pour le coup, la question aujourd'hui aussi, c'est de se poser les questions, qu'est-ce qui émerge en termes d'innovation en matière de gouvernance, d'intégration des acteurs dans ces processus de mise en politique. Et l'intégration des acteurs, c'est aussi la troisième dimension de ces processus, où je laisse la main à Yuna pour en parler. Oui, en effet, merci. Donc, l'idée, en effet, d'être inclusive, participative dans les territoires, parce que je rappelle que, enfin, vous le savez, mais ces PAT, donc au départ, c'est une proposition de la députée écologiste Brigitte Allain, qui était très proche des travaux menés notamment par le réseau CIVAM sur les systèmes alimentaires territorialisés, donc il était venu notamment, y compris sur des terrains que nous, on avait aussi en Occitanie. Frédéric, d'ailleurs, avait fait une interview de Brigitte Allain dans le cadre du RMT. Je ne sais pas si la vidéo est encore disponible, sans doute quelque part. Enfin, ça peut être intéressant de revenir aux sources parce que, il y avait cette idée, finalement, à travers les PAT, de construire ce qu'on appelle plutôt maintenant une démocratie alimentaire, enfin, avec cette idée de permettre aux citoyens de reprendre la main sur les décisions liées aux systèmes alimentaires. Alors certes, il y avait des choses justement qui existait avant, et puis tous les travaux qui pouvaient être sur la gouvernance alimentaire territoriale, hein, qui avaient pu inspirer aussi cette idée d'ouvrir finalement les décisions aux habitants des territoires dans leur diversité et pas simplement aux professionnels. Donc, piste portée par les CIVAM notamment, hein, donc dans ce paysage des années 2010. Donc une piste prometteuse, mais finalement, donc la façon dont, alors ça, c'est aussi beaucoup des démarches qu'on suit, qu'on accompagne, voire même qu'on peut évaluer à la fin finalement, hein. Donc de voir comment ces PAT mobilisent ou pas, fédèrent ou pas, donc presque en essayant d'être assez. Je le suis, mais si ça peut prendre 2 secondes. Il y a un micro qui n'est pas coupé. Christine et Grégory, pardon. Ah, il y a des discussions parallèles. Non, mais arrêtez le débat. On conclut vite de façon à ce qu'on puisse discuter tous ensemble. Donc, voir déjà finalement comment cette participation est mise en place dans les différents PAT. Alors, sachant que ce qui est intéressant déjà, enfin, un PAT, donc la façon dont c'est même prescrit, hein, ça doit se baser sur un diagnostic territorial. Donc, on avait fait une enquête
juste après la crise du Covid, aussi pour voir comment les PAT étaient intéressés par la question de la résilience alimentaire. Et on en avait profité pour leur redemander finalement est-ce que vous avez fait un diagnostic, ce qui est plus ou moins enfin, ce qui est normalement prévu, hein, un diagnostic territorial avant de lancer un PAT. Et finalement, sur quoi on avait fait une enquête auprès de 80 PAT. Et on voyait que déjà les diagnostics territoriaux étaient plutôt, enfin, je crois que dans 2 tiers des cas, appuyés sur soit un cabinet d'études, soit la Chambre d'agriculture. Et donc déjà, finalement, de louper cette étape de diagnostic territorial comme pouvant être un moment de mobilisation des acteurs du territoire. Alors certes, tout le monde n'est pas compétent. Le diagnostic territorial, c'est aussi un peu, ça peut être un peu technique à faire. Quand on voit ce que font certains cabinets d'études, on pense que les habitants auraient sans doute fait mieux ou en tout cas pas pire. Pour autant, voilà, en tout cas, une pensée qu'à ce moment-là, il peut y avoir justement, y compris même si on fait appel à un bureau d'études, mobiliser les habitants des territoires dans ce diagnostic, on voit que c'est souvent, enfin, c'est très rarement le cas. Ensuite, quand on regarde un peu la participation des acteurs, alors la conclusion, c'est que enfin, finalement, c'est plutôt les acteurs mandatés que concernés, au sens où c'est moins les acteurs économiques ou les habitants directs concernés par le projet alimentaire territorial qui font partie des réunions et en particulier aller jusqu'aux décisions qui sont prises que les représentants des structures avec lesquelles le territoire avait souvent des liens avant le PAT. Donc finalement, dans beaucoup de cas, on rebaptise des collaborations entre institutions comme un PAT, sans forcément qu'il y ait davantage de participation des acteurs concernés. Alors, aussi pour des bonnes, enfin, au sens où déjà, aussi, c'est lié à plusieurs problèmes. Soit les collectivités peuvent avoir du mal à cerner ces acteurs concernés, avoir des contacts, repérer les personnes qui non seulement représentent elles-mêmes, mais peuvent aussi représenter d'autres. Donc, une difficulté aussi montrant bien parfois souvent des manques d'interconnaissance dans les territoires. C'est aussi très concrètement que les réunions sont en journée, que les acteurs économiques, type artisans, n'ont pas le temps d'y participer, que les habitants aussi travaillent et donc ne peuvent pas forcément justement participer à des réunions en journée. Donc, tout un ensemble de facteurs qui font que on va retrouver des fonctionnements qui sont entre certaines institutions et pas d'autres. Alors, notamment, on avait vu, en particulier quand on a travaillé en Massif central, on a accompagné une douzaine de territoires dans le Massif central sur des stratégies alimentaires territoriales, certaines étant en PAT, d'autres justement plutôt opposées à des PAT, en pensant que c'était plutôt finalement très lourd et pas forcément le levier le plus pertinent pour construire localement une feuille de route autour de l'alimentation. Donc, on a travaillé sur des expérimentations permettant juste pour essayer de voir comment on pouvait impliquer davantage les consommateurs. Donc, c'était le cas, par exemple, dans le PAT Grand Clermont, PNR Livradois-Forêt, où on a mis des consommateurs dans la construction d'un cahier des charges pour les légumes locaux en supermarché, donc dans le dialogue avec une facilitation par la collectivité par les collectivités porteuses du PAT, donc pour avoir justement cette prise en compte des habitants, de leurs habitudes, et puis les amener justement à décider finalement que si on met un légume local dans un supermarché, quels critères il doit non seulement quels critères auxquels il doit satisfaire en tant que produit, mais finalement, est-ce qu'on ne se mêle pas en tant que citoyen aussi des liens, des relations de marchandes entre les producteurs et les supermarchés. Donc on a essayé justement différentes pistes. Alors on en a sorti un guide pour pouvoir se dire que pour aller plus loin vers cette participation, que ce soit des consommateurs, des artisans ou des associations, donc trouver aussi des bonnes pratiques, enfin d'essayer de permettre justement cet échange d'expériences. Donc la question et qui d'ailleurs nous intéresse dans le cadre du RMT également, c'est de voir comment justement dans les PAT ou via les PAT, en pensant que c'est pas forcément que le PAT ne pourra pas tout faire, mais comment ça permet de retrouver ou de trouver une culture démocratique, une pratique de la démocratie dans les territoires, avec différentes formes de démocratie. Entre la démocratie représentative, c'est plutôt ça finalement qui se développe, mais aussi dans certains cas des initiatives plutôt de démocratie participative ou directe qui sont intéressantes à regarder. Donc c'est un chantier qu'on a aussi ouvert dans le cadre du RMT et donc avec ce questionnement qu'on pourra aussi avoir avec vous par la suite dans le débat.
L'autre point sur lequel il nous semble intéressant alors il nous semblait déjà intéressant de regarder ça il y a quelques années, encore plus aujourd'hui. On voit que les PAT sont très souvent, enfin, gèrent en fait cette thématique de la solidarité, enfin de la justice sociale. Même si avant la crise, ce qu'on pouvait voir, c'était que les actions qui étaient menées étaient assez, alors ça pouvait être l'idée d'appuyer des jardins de bas d'immeubles, l'approvisionnement local de l'aide alimentaire, enfin on avait plutôt quand même plutôt des actions ponctuelles, et pas forcément systémiques. La crise a quand même révélé non seulement une série des innovations sociales finalement déjà présentes dans le territoire qui permettaient cette justice sociale, mais aussi finalement révéler le besoin, la précarité alimentaire dans les territoires. Donc on voit beaucoup plus d'actions aujourd'hui dans le cadre des PAT. D'ailleurs, la lutte contre la précarité alimentaire donc, a été inscrite comme objectif dans le cadre du processus de labellisation des PAT depuis 2021 et donc avec une contribution significative de Dominique Paturel pour que cet objectif soit inscrit dans le processus de labellisation des PAT. Et puis aujourd'hui, un foisonnement d'initiatives autour de la sécurité sociale et alimentaire qui sont notamment avec beaucoup de PAT en fait, qui soit s'y intéressent, soit expérimentent, soit soutiennent. Dans le cas d'initiatives connues et celle de Montpellier par exemple. Alors c'est Grégory dans la boucle pourra en reparler évidemment, mais donc on a commencé justement à travers un article récent là à regarder finalement quels sont les débats autour enfin déjà quelles sont les pratiques autour de cette sécurité sociale et de l'alimentation, et puis quels sont les débats qui peuvent apparaître et intéressant à voir comment, justement, dans le cas des PAT, ces questions peuvent être déclinées. Voilà, donc pour conclure, c'est vraiment pas du tout un panorama complet des PAT, c'est plutôt trois angles. Il nous semblait important de remettre ces PAT en perspective de l'action publique dans la reterritorisation de l'alimentation, de voir quand même des innovations institutionnelles et notamment l'intégration en cours qui est quand même assez, même limitée, même décevante, parce que notre titre est justement par rapport aux déceptions, mais pour autant, avec des choses qui se passent, et donc dans une France souvent marquée par des politiques en silo, de voir aussi l'intérêt de ces PAT qui ne sont que des démarches volontaires au final. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment ces démarches volontaires peuvent quand même faire bouger un certain nombre de lignes. Alors, de voir après, par contre, des innovations, notamment vis-à-vis de la démocratie, qui sont incomplètes, enfin, en tout cas, de voir comment on peut dépasser ou compléter cette démocratie représentative. Et notamment, donc, avec ce collectif et aussi en lien avec le RMT, on a, par exemple, proposé de mettre en place un comité habitant ou citoyen dans le futur réseau national des PAT pour que, justement, les habitants puissent davantage avoir prise sur parce que quand le RNPAT fait ne serait-ce que des études, la façon même dont ils les font, ou les indicateurs qui peuvent être mesurés, sont sans doute que les habitants ont aussi des choses à dire là-dessus, sur les choix qui sont faits. Alors, on ne sait pas bien, je ne sais pas comment le futur RNPAT, qui déjà le portera, ni finalement la forme exacte qu'il prendra, mais en tout cas, il nous semblait intéressant d'en profiter pour être aussi force de proposition. Et puis une question, c'est-à-dire la fin des financements France Relance en 2024 nous amène quand même à nous poser la question de ce qui adviendra de ces PAT. Ce qu'on a vu aussi, c'est aussi que si un certain nombre d'enjeux de politique ou sociaux sont pris en compte, les enjeux technologiques et agronomiques beaucoup moins. Donc le PAT en tant que levier de transition est quand même moins évident, en tout cas dans les infos qu'on a pu et les données qu'on a pu collecter. Et puis tout ça en lien avec une perspective d'évaluation des PAT sur lesquels, y compris, on a pu être sollicité, enfin commencer à être sollicité, sachant qu'on ne sait pas bien là non plus. On nous a dit qu'une démarche serait mise en place, mais on ne sait pas bien par qui, et quand et à quelle échelle. Pour autant, donc, on a sans doute un rôle à jouer, aussi dans l'imagination de nouvelles actions collectives. Et donc, on voit bien aussi tout ce qui peut être, tout ce qui est déjà fait, tout ce qui peut être fait sur la recherche, et en particulier du département ACT, donc dans cette réorganisation. Merci à vous.
C'est tout pour nous, en tout cas pour la présentation, mais bien sûr, on est autant là pour réagir à vos questions que pour vous écouter.